Voici le dernier moment d'Olivier Marleix. Quelques heures avant sa mort, cet homme à la silhouette droite et au regard franc semblait porter sur ses épaules un poids invisible. Le 7 juillet 2025, la France politique s'est réveillée dans un silence lourd. Olivier Marleix, figure de proue des Républicains, président de leur groupe à l'Assemblée nationale, avait été retrouvé mort. Les premières informations, froides et brutales, parlaient d'un suicide. Un mot glaçant, inconcevable, pour un homme encore en plein cœur de son mandat. Quelques jours auparavant, il présidait encore des réunions, croisait des collègues dans les couloirs du Palais Bourbon, échangeait sur les dossiers brûlants du moment. Rien, à première vue, ne laissait présager la tragédie, et pourtant, derrière les sourires de façade, derrière l'art oratoire affûté, il y avait un tumulte intime dont peu soupçonnaient l'ampleur. Des amis proches abasourdis ont murmuré que quelque chose l'avait profondément atteint ces dernières semaines. Mais quoi ? Était-ce une pression politique insoutenable ? Un scandale prêt à éclater ? Ou un drame personnel gardé secret ? Depuis des années, Olivier Marleix incarnait cette droite républicaine qui résiste, cette force tranquille qui défend ses convictions même face aux tempêtes parlementaires. Mais dans l'ombre, il affrontait peu, être d'autres tempêtes, plus sourdes, plus dévastatrices. Sa disparition n'est pas seulement celle d'un député, c'est un séisme qui a fissuré le cœur même de la politique française. Car mourir ainsi, en plein exercice du pouvoir, c'est laisser derrière soi une énigme qui hante, qui obsède. Et cette énigme, nous allons tenter de la percer. Pas seulement en retraçant la carrière d'un élu, mais en explorant les zones d'ombre, les non-dits, les rumeurs étouffées. Car, derrière les murs dorés de l'Assemblée, il y a des vérités qui brûlent, des confidences jamais révélées, et peut être la clé de son geste fatal. Pour comprendre la chute brutale d'Olivier Marleix, il faut d'abord comprendre l'arène dans laquelle il évoluait. L'Assemblée nationale française n'est pas seulement un hémicycle orné de velours rouge et de colonnes majestueuses. C'est un champ de bataille. Chaque mot prononcé peut devenir une arme. Chaque silence, un aveu. Et pour ceux qui y siègent, chaque journée est un duel contre l'opposition, mais aussi parfois contre ses propres alliés. Né en 1971, Olivier Marleix s'était progressivement imposé comme l'une des figures les plus solides et respectées des Républicains. Élu député d'Eure-et-Loir, il avait gravi les échelons avec la patience stratégique d'un joueur d'échecs. Sa voix grave et posée tranchait dans le tumulte des débats. Sa réputation ? Un homme sérieux, travailleur, loyal au parti. Mais cette loyauté a un prix. Dans les couloirs étroits du pouvoir, les rivalités sont vives, les ambitions dévorantes et les alliances parfois plus fragiles que du verre soufflé. Depuis 2019, il dirigeait le groupe parlementaire des Républicains, une mission qui, sur le papier, ressemblait à un honneur, mais qui dans les faits relevait d'un fardeau. Tenir les rangs d'un parti divisé, éviter les défections, contenir les guerres d'ego, tout en affrontant les coups politiques venus de la majorité présidentielle, c'était un exercice d'équilibriste permanent. Et plus les échéances électorales approchaient, plus la corde se tendait. Le climat politique, en 2025, était électrique. Les Républicains cherchaient encore leur place dans un paysage bousculé par l'essor de l'extrême droite et les secousses d'une majorité présidentielle fragilisée. Chaque faux pas pouvait coûter cher, et chaque décision stratégique pouvait transformer un allié en ennemi. Dans cet univers, l'erreur n'était pas permise. Or, même les plus solides finissent par vaciller. Certains observateurs avaient remarqué que, depuis quelques mois, Marleix paraissait plus tendu, parfois absent en réunion, moins prompt à répondre aux journalistes. Des rumeurs circulaient sur des tensions internes, des confidences malheureuses qui auraient filtré, ou même des négociations secrètes dont il aurait été tenu à l'écart. D'autres murmuraient l'existence de dossiers sensibles, explosifs, que Marleix aurait dû gérer dans la plus stricte discrétion. Tout cela restait dans l'ombre. Mais dans l'univers impitoyable de la politique française, l'ombre est parfois plus dangereuse que la lumière. Et quand un homme comme Olivier Marleix disparaît de manière aussi tragique, la tentation est grande de se demander quelle vérité se cachait derrière les portes closes. Était-il une victime de pression insoutenable ? Ou avait-il découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir ?
Les premiers signes que quelque chose clochait apparurent bien avant le 7 juillet 2025. Quelques semaines plus tôt, lors d'un débat télévisé, Olivier Marleix s'était montré inhabituellement nerveux. Son ton d'ordinaire mesuré s'était fait plus sec. Ses mains tremblaient légèrement en feuilletant ses notes. Les journalistes avaient noté cette crispation inhabituelle, mais l'avaient attribuée à la fatigue ou à l'intensité du moment. Personne ne pouvait imaginer qu'il s'agissait peu être du reflet d'un mal plus profond. Puis vinrent les séances houleuses à l'Assemblée. Un vote crucial sur une réforme controversée mit le groupe Les Républicains sous tension extrême. Les tractations en coulisses se multipliaient. Les alliances se faisaient et se défaisaient dans un ballet silencieux. Des voix s'élevaient pour critiquer certaines de ses décisions, l'accusant d'être trop conciliant avec le gouvernement, d'autres au contraire de pousser le parti vers une opposition frontale risquée. Prise entre deux feux, Marleix portait seul la responsabilité de maintenir l'unité. C'est dans cette atmosphère électrique qu'une rumeur commença à circuler. Des documents internes, hautement sensibles, auraient été compromis. On chuchotait que certains contenaient des notes stratégiques confidentielles, d'autres des échanges privés embarrassants entre responsables politiques. Si ces informations venaient à fuiter, elles pourraient nuire gravement à plusieurs figures du parti et à Marleix lui-même. Dans le huis clos étouffant des bureaux feutrés, les regards se faisaient plus lourds, les sourires plus rares. Qui avait parlé? Qui avait trahi? Pour l'homme qu'était Olivier Marleix, la confiance était essentielle. Or, cette confiance s'effritait à vue d'œil. Les disputes à voix basse dans les couloirs, les SMS qui restaient sans réponse, les réunions annulées à la dernière minute, tout indiquait qu'un glissement était en cours. Lui, le capitaine de ce navire ballotté par les vagues politiques, semblait perdre l'emprise sur son équipage. Le point culminant survint quelques jours avant sa mort. Selon plusieurs témoins, il avait quitté une réunion stratégique précipitamment, visiblement bouleversé. Un proche confia « On aurait dit qu'il venait d'apprendre quelque chose d'énorme ». Mais personne n'a jamais su ce qui s'était dit ce jour-là, ni pourquoi il avait quitté la salle les traits tirés, les yeux perdus dans le vide. Et puis, le matin du 7 juillet, la nouvelle tomba comme un coup près. Olivier Marleix avait été retrouvé mort, dans ce qui semblait être un suicide. La France politique s'arrêta un instant, figée par l'incrédulité. Les débats s'interrompirent. Les adversaires les plus farouches déposèrent leurs armes pour quelques heures. Mais derrière les hommages officiels, un murmure persistait. Qu'est-ce qui l'a poussé à ce geste? Était-ce la peur d'un scandale imminent? Le sentiment d'avoir été trahi? Ou un fardeau invisible, connu de lui seul? Lorsque la nouvelle du décès d'Olivier Marleix se répandit, les premières réactions furent empreintes d'incrédulité. Sur les réseaux sociaux, les mots « choc » et « incompréhension » revenaient sans cesse. Les chaînes d'information en continu interrompirent leur programme pour basculer en édition spéciale. Les images du Palais Bourbon baignées dans un silence inhabituel défilaient en boucle. Mais très vite, derrière l'émotion, une autre réalité commença à s'imposer. Cette mort soulevait plus de questions qu'elle n'apportait de réponses. Des fuites officieuses évoquaient un contexte plus sombre que celui dépeint dans les hommages officiels. Un journaliste d'investigation, sous couvert d'anonymat, parla de documents explosifs liés à des affaires internes des Républicains, dont Marleix aurait eu connaissance peu avant sa mort. D'autres allusions circulaient sur des tensions directes avec certains collègues influents, qui l'auraient mis sous pression pour qu'ils prennent une position tranchée dans un dossier brûlant. Un ancien collaborateur murmura « Olivier savait des choses qu'il ne voulait pas révéler, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. » Ceux qui l'avaient croisé les derniers jours décrivaient un homme fatigué, préoccupé, parfois absent de la conversation comme si ses pensées étaient ailleurs. Lors d'un dîner politique à huis clos, un participant rapporta cette phrase étrange. À un moment donné, il faut choisir entre le silence et la vérité, et les deux peuvent tuer. Personne n'avait compris sur le moment à quel point ces mots pouvaient être prémonitoires. La presse se divisa rapidement. Certains journaux avancèrent la thèse d'un burn-out politique, conséquence d'années de pression ininterrompue. D'autres insinuèrent que Marleix aurait été pris dans un engrenage plus vaste, une lutte de pouvoir souterraine où se mêlaient ambition personnelle, fidélité brisée et secret d'État. Les talk-shows politiques s'enflammèrent. Devait-on respecter le silence autour des circonstances de sa mort ou chercher à tout prix la vérité? Dans la rue,
les réactions étaient tout aussi contrastées. Les électeurs d'Eure-et-Loir déposèrent des bouquets devant sa permanence parlementaire, tandis que sur Internet, certains se lançaient dans de véritables enquêtes citoyennes, compilant articles, vidéos et déclarations à la recherche d'indices. On retrouvait même des extraits d'interventions passées où, rétrospectivement, son ton paraissait plus grave, comme s'il avertissait d'un danger à venir. Au sein du groupe Les Républicains, le malaise était palpable. Les visages fermés, les phrases calibrées face aux caméras, mais dans les couloirs, des conversations chuchotées se terminaient brutalement à l'approche d'un micro. Certains députés, d'ordinaire prolixes, se réfugiaient derrière un prudent. Nous ne commenterons pas cette tragédie. Mais ce silence, au lieu d'apaiser, alimentait toutes les spéculations. Et c'est là, dans cet entre-deux fait de deuil et de suspicion, que l'histoire de la mort d'Olivier Marleix prit une dimension presque mythique, car plus personne ne savait exactement ce qui relevait de la vérité, et ce qui appartenait à la légende noire qui commençait à se tisser autour de son nom. Parler d'Olivier Marleix aujourd'hui, c'est parler d'un paradoxe. D'un côté, un parlementaire respecté au parcours presque exemplaire, de l'autre, un mystère irrésolu qui hante encore les couloirs du pouvoir. La chaîne ne prétend pas détenir la vérité absolue, mais elle ne peut ignorer les zones d'ombre qui entourent cette disparition, ni les incohérences qui persistent dans le récit officiel. Notre conviction ? Olivier Marleix n'était pas seulement un homme politique en difficulté, il était le gardien involontaire d'informations sensibles, trop sensibles, pour être exposé au grand jour. Les pressions qu'il subissait ne se limitaient pas à l'arène parlementaire. Elles venaient aussi de ce territoire invisible, celui des alliances fragiles, des secrets partagés à demi-mot et des trahisons qui se nouent loin des caméras. Ce qui frappe, en revisitant sa carrière, c'est sa constance. Rarement un élu aura montré une telle fidélité à sa ligne politique, même lorsque celle-ci n'était pas la plus populaire. Cette loyauté absolue envers son parti et ses valeurs fut sans doute sa plus grande force, mais aussi peut être sa plus grande faiblesse. Car dans un univers où tout se négocie, où le pragmatisme prend souvent le pas sur les convictions, une telle droiture devient encombrante. L'opinion publique, elle, reste partagée. Certains voient en lui la victime d'un système impitoyable, broyé par la machine politique. D'autres pensent qu'il avait, en quelque sorte, choisi de porter seul un fardeau trop lourd, refusant l'aide que certains tentaient de lui offrir. Les plus cyniques avancent même que sa mort aurait pu arranger plus d'un acteur politique affirmation invérifiable, mais qui nourrit la légende. Et c'est précisément là que réside la singularité de cette histoire, dans ce mélange d'admiration, de tristesse et de suspicion. Une histoire où chaque témoin détient une pièce différente du puzzle, mais où personne ne semble capable ou prêt à assembler l'ensemble. Alors, chers spectateurs, nous vous posons la question. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé? Était-ce le poids des responsabilités, le choc d'une trahison, ou la peur d'un scandale prêt à éclater? Vos réponses, vos hypothèses, vos souvenirs sont désormais une partie de ce récit. Car plus le temps passe, plus la vérité se dérobe, laissant place à ce que l'histoire appelle parfois le mythe. Il y a des visages que l'on croit connaître, des voix qui résonnent encore longtemps après leur silence. Celui d'Olivier Marleix en faisait partie. Dans les débats enflammés comme dans les moments de calme, il avait cette capacité rare à écouter vraiment, à choisir ses mots avec soin. Aujourd'hui, ce timbre grave ne répond plus. Et pourtant, il semble flotter encore entre les murs feutrés de l'Assemblée nationale. Revoir ses interventions, c'est retrouver une époque récente où, malgré les fractures politiques, un certain respect subsistait. C'est aussi mesurer le vide laissé par un départ brutal, incompris. Derrière la tristesse, il y a cette sensation étrange, celle d'avoir effleuré un secret qui ne sera peu être jamais révélé, comme un livre refermé trop tôt, dont on ignore les dernières pages. Les habitants de sa circonscription racontent encore l'homme qu'il était, loin des projecteurs. Celui qui passait dans les petits marchés pour saluer, qui s'arrêtait devant une boulangerie pour échanger quelques mots, qui se souvenait des prénoms. Ces gestes simples, aujourd'hui, prennent une valeur presque symbolique. Ils rappellent que derrière la fonction, il y avait un être humain avec ses joies, ses doutes et ses blessures invisibles. Sa disparition en plein exercice de son mandat restera dans la mémoire collective comme l'un de ces moments où l'histoire hésite entre tragédie et mystère. On se souviendra de lui comme d'un homme droit, être trop droit pour un monde où la vérité se négocie.
Un homme qui, jusqu'à la fin, a choisi de porter seul un fardeau dont nous ne connaîtrons peu être jamais le poids exact. Il y a des histoires qui ne sont jamais racontées, mais maintenant, vous en connaissez une. Et chaque fois que son nom sera prononcé quelque part dans un couloir du Palais Bourbon ou dans un café de Réloir, il portera avec lui cette empreinte, celle d'un destin interrompu, d'une énigme qui continue de hanter ceux qui l'ont croisé.